Là, ce qui est vraiment très étonnant dans ce tweet, c'est que l'évocation d'une guerre mondiale par un président de la République en exercice, ou un chef d'État, disons, d'une des grandes puissances du monde, un des membres du Conseil de sécurité, évoquer dans un tweet une guerre mondiale, rien que ça, c'est une incongruité totale. Enfin, c'est déjà très bizarre dans la incroyable. forme. Parce que quand vous dites il n'y a pas de pénurie, on entend qu'il y a une pénurie. Quand vous dites il n'y a pas de troisième guerre mondiale, on ne veut pas une troisième guerre mondiale. Le seul terme que vous retenez, c'est troisième guerre mondiale. Deuxième point, il y a un en même temps qui me semble particulièrement inquiétant, c'est celui concernant l'évocation aussi de la dissuasion nucléaire. Parce que le président de la République, à mon avis, à vraiment juste titre, a dit que dans ce domaine, il ne fallait pas parler. Et que moins on parlait, à la fois plus la dissuasion était forte, mais aussi parce que c'est excessivement dangereux d'aborder cette question. Et donc là, le président de la République, récemment, sur une chaîne concurrente, a été incité, tensé par nos confrères à aborder cette question de la dissuasion nucléaire une fois, deux fois, et il a fini par céder. Et il a dit, la doctrine française, ça ne serait pas de riposter si l'arme nucléaire tactique était utilisée en Ukraine. Autrement dit, la dissuasion française ne serait pas utilisée. Mais dans ce cas, il vaut mieux évidemment garder le flou. C'est beaucoup plus dissuasif de garder le flou. Ça dissuade davantage M. Poutine d'utiliser cette arme. Et deuxièmement, encore plus étrange, il a dit en revanche, nous, la France, nous aurions une riposte conventionnelle. Et là où c'est vraiment fou, c'est qu'il a dévoilé ses cartes. Et il a dévoilé probablement les cartes de l'Occident dans son ensemble et de l'ensemble des alliés de l'Ukraine, parce que d'un côté, John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de M. Trump, a confirmé, il a eu la même déclaration, et Joseph Borrell, le patron de la politique étrangère européenne, a dit la même chose. Donc c'est vraiment très inquiétant. Oui, là, il n'y a vraiment aucun suspense. Ça va être fait à la chinoise. Si le congrès se déroule, c'est que les résultats du congrès sont connus à l'avance et absolument téléphonés. En revanche, en dehors du caractère toujours impressionnant de ces grandes mises en scène un peu staliniennes, il faut dire, ou maoïstes, il y a là un renforcement, un serrage d'écrou vraiment extrêmement net. D'abord, à la suite des folies et de la folie criminelle de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, qui lui avait succédé, avait mis un verrou. Et le verrou, c'est ce qu'on appelle le verrou décennal en Chine. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 mandats de 5 ans en tant que secrétaire général du parti et donc dirigeant de la Chine. On ne peut pas rester plus de 10 ans. Exactement. Et là, ça vient de sauter. Et c'est Xi Jinping qui a insisté pour que la limite décennale saute. En réalité, l'intention de M. Xi Jinping est tout à fait claire. Il veut être à vie dirigeant de la Chine. Ensuite, d'ailleurs, il s'est donné un titre, s'est fait donner un titre qui correspond tout à fait à celui qu'avait Mao Tse-tung. Mao Tse-tung était le grand timonier. Lui, il va se faire appeler par ce congrès le grand navigateur du peuple. Rien que ça. Sur l'idéologie aussi, l'idéologie personnelle de M. Xi Jinping, les pensées de M. Xi Jinping, voilà, sont intégrées à la constitution chinoise. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, dans les manuels scolaires. On a 10 livres, par exemple, qui ont été publiés depuis le mois de juin. C'est vraiment un écrivain très, très productif, M. Xi Jinping. Et enfin, comme on le voit, il y a un culte de la personnalité qui est absolument frénétique. Donc on voit que cet homme, en fait, il sert absolument les vices. Bien sûr qu'il y a sans doute dans ce parti communiste, là, il y a 2692 ou 96 membres, c'est l'élite, en fait, des 110 millions de membres, 110 millions de membres du parti communiste sur un pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. C'est autre chose que les Républicains. C'est même les républicains américains, d'ailleurs. Et que même les républicains américains. Et donc, parmi ces gens-là, à coup sûr, vous avez forcément des luttes de pouvoir, des gens qui ne sont pas contents, etc. Et d'ailleurs, on lui reproche, il y a une sorte de mécontentement qui monte. On pense au Covid, notamment. Alors ça, c'est la première chose qu'on lui reproche. C'est vraiment la stratégie particulièrement dure du Covid. Et on s'attendait, tout le monde s'attendait à ce que M. Xi Jinping, disons, desserre un peu l'étau. Eh bien, c'est exactement le contraire qu'il a fait. Il a dit, on va remettre encore un tour de vis. Deuxièmement, on lui reproche aussi son partenariat dit sans limite avec la Russie. Il a quand même réaffirmé son amitié pour Vladimir Poutine, l'intérêt pour la Chine d'être allié contre l'hégémonie américaine et contre l'impérialisme américain dans le vocabulaire local. Voilà. Et tous les milieux d'affaires en fait en Chine s'inquiètent de l'extension potentielle des sanctions, mais aussi de l'effet de ces mesures extrêmement drastiques qui ont quasiment pendant un certain temps, interrompu complètement les relations entre la Chine et le reste du monde. Et enfin, évidemment, c'est surtout la question du ralentissement de la croissance, parce que le pacte politique chinois, c'est on vous prive intégralement de liberté,
Mais en échange, on part d'un pays qui est quasiment au niveau un des pays très très pauvres, un pays du tiers-monde, qui devient la deuxième puissance du monde et qui a un niveau de vie qui est comparable à celui des classes moyennes occidentales. En tout cas pour des centaines de millions de Chinois. Et là, la croissance ralentit en raison des mesures prises par M. Xi Jinping. C'est-à-dire que la croissance sera la plus faible d'Asie, de la zone Asie. 2,8%, c'est-à-dire à peu près une division par 2 du taux de croissance. Le taux de chômage des jeunes va monter jusqu'à 19%. Et donc là, évidemment, il y a quelque chose d'assez dangereux puisque le système reposait aussi sur la prospérité. Est-ce qu'il peut y avoir une révolte possible de la population ou est-ce que la démocratie, c'est fini? On va voir des images d'ailleurs que vous allez peut-être pouvoir nous commenter. Okay. Est-ce qu'il y a une grogne dans la population chinoise? Alors là, ce qu'on voit, c'est une pancarte dans laquelle des courageux anonymes se plaignent de la férule de Xi Jinping, du culte de la personnalité, aussi de la politique zéro Covid particulièrement oppressante. Donc oui, on peut être sûr qu'une partie de la population chinoise n'en peut plus, n'en peut mais. De la même façon que je vous ai dit, à l'intérieur du parti, il y a des gens qui se plaignent. Seulement, pour les membres du Parti communiste comme pour la population, la réponse, c'est la répression. Sur 110 millions de membres du parti, il y en a 6 millions qui ont été purgés. Alors, ils n'ont pas tous. Il n'y a pas 6 millions de gens qui ont été exécutés ou jetés au cachot. Mais il y en a une partie qui a été passée par les armes, une partie qui a été emprisonnée, et les autres ont été brisés socialement. Et la population, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette idée du côté occidental, mais même du côté chinois, cette idée a disparu, qu'un jour ou l'autre, il y aura une démocratie parce que, vous savez, c'est l'enchaînement, la prospérité amène la création d'une classe moyenne, la création d'une classe moyenne amène un besoin de démocratie, et ensuite le pays se démocratise. C'est totalement terminé. Officiellement, la Chine parle de démocratie consultative, par opposition à la démocratie élective. Donc, des élections, il n'y en aura pas du tout, il n'y en aura jamais, tant que le Parti communiste gouverne la Chine. Au contraire, il considère officiellement dans la doctrine du parti que c'est la décadence et que c'est la corruption, que si vous organisez des élections libres, c'est la corruption. Donc, on ne peut pas changer de parti. On peut, en revanche, ce qu'ils disent en Chine, c'est que vous, en Occident, vous pouvez changer de parti et vous ne changez pas de politique. Nous gardons le même parti, mais nous pouvons changer de politique. Et on le voit d'ailleurs, parce que M. Xi Jinping a changé de politique. Évidemment, c'est toujours la politique que décide Xi Jinping, évidemment. Et enfin, un dernier point, il y a quelque chose qui s'est durci en Chine, c'est l'alliance entre les technologies et le contrôle social. C'est Lénine qui définissait le communisme comme ça. Il disait qu'est-ce que le pouvoir des bolcheviks? C'est le communisme plus l'électricité. Qu'est-ce que le fascisme disons socialiste, capitaliste chinois, c'est vraiment, en quelque sorte, le capitalo-communisme chinois plus le contrôle facial. Il y a quelque chose d'une sorte de fascisme du QR code. Il y a vraiment une traque. Il y a plus d'1 milliard d'individus qui peuvent être reconnus en quelques secondes avec la reconnaissance faciale. Et le pays est couvert de caméras. Donc il y a quelque chose vraiment de très inquiétant. Et enfin, pour terminer, je charge un peu la mule sur la Chine, mais c'est pour rééquilibrer le discours dominant où vraiment Vladimir Poutine est un monstre. Alors la Chine, finalement, on s'est accoutumé à la Chine. On s'est accoutumé à la Chine parce que c'est l'atelier du monde et on s'est accoutumé à la Chine parce qu'ils sont très riches. Mais en réalité, si vous allez sur la place Tiananmen, vous voyez un gigantesque portrait de Mao Tse-tung. Imaginez aller devant la porte de Brandebourg et voir un grand portrait d'Adolf Hitler. Ou imaginez aller même à Moscou, devant le Kremlin, et voir un grand portrait de Staline. C'est pourtant ce qui se passe. C'est-à-dire que Mao Tse-tung est l'un des personnages les plus cruels du XXe siècle. Alors, vous parliez de Vladimir Poutine. Il nous reste un peu plus d'une minute, peut-être. Un mot pour expliquer la position de la Chine, justement, à l'égard de la Russie. C'est une politique qui, en apparence, est celle d'une amitié indéfectible, spectaculaire, etc., même si la Chine a pris un peu ses distances dans son soutien officiel à l'Ukraine. On voit Vladimir Poutine et Xi Jinping. Oui, ça date de quelques années, mais les deux hommes prennent soin de mettre en scène, disons, leurs relations personnelles et le fait qu'ils ont un bon feeling et qu'ils se font confiance l'un à l'autre. Mais en fait, il ne faut pas se fier aux images. Je pense que la politique de la Chine, c'est très simple. C'est d'utiliser la Russie pour affaiblir les États-Unis, et c'est d'utiliser les États-Unis aussi pour affaiblir la Russie. En fait, il y a une stratégie chinoise qui s'appelle voler les maisons qui brûlent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand un pays est affaibli, et là c'est manifestement le cas de la Russie, on n'a pas l'idée d'aller, s'il y a le feu chez votre voisin, vous n'avez pas l'idée d'aller voler votre voisin. Mais dans la stratégie chinoise, c'est pas mal d'utiliser, disons, la faiblesse de quelqu'un, même si c'est votre partenaire. Et donc là, la Russie est à terre. Et donc, qu'est-ce que fait la Chine? La Chine profite de cette situation pour acheter du pétrole prix bradé. C'est une politique qui, en apparence, est celle d'une amitié indéfectible, spectaculaire, etc., même si la Chine a pris un peu ses distances
dans son soutien Alors, officiel à on l'Ukraine. voit Vladimir Poutine et Xi Jinping. Oui, ça date de ensemble. quelques années, mais les deux hommes prennent soin de mettre en scène, disons, leurs relations personnelles et le fait qu'ils ont un bon feeling et qu'ils se font confiance l'un à l'autre. Mais en fait, il ne faut pas se fier aux images. Je pense que la politique de la Chine, c'est très simple. C'est d'utiliser la Russie pour affaiblir les États-Unis et c'est d'utiliser les États-Unis aussi pour affaiblir la Russie. En fait, il y a une stratégie chinoise qui s'appelle voler les maisons qui brûlent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand un pays est affaibli, et là c'est manifestement le cas de la Russie, on n'a pas l'idée d'aller, s'il y a le feu chez votre voisin, vous n'avez pas l'idée d'aller voler votre voisin. Mais dans la stratégie chinoise, c'est pas mal d'utiliser, disons, la faiblesse de quelqu'un, même si c'est votre partenaire. Et donc là, la Russie est à terre. Et donc, qu'est-ce que fait la Chine? La Chine profite de cette situation pour acheter du pétrole à prix bradé.